retour sur un des faits de guerre qui, s'il se confirme, figurera peut-être dans les livres d'histoire. Le président Zelensky a annoncé la découverte d'une fosse commune à Izium. L'histoire nous a appris à être prudents sur ce type d'accusation. Mais les Russes ont déjà infligé ce type de traitement barbare depuis qu'ils ont envahi l'Ukraine. On va en parler. Je vous présente nos invités. D'abord, bonjour Irena Karpa. Bonjour. Vous êtes expatriée ukrainienne, ancienne première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine en France. Vous êtes rentrée d'ailleurs il y a 2 jours d'Ukraine, vous étiez à Kiev. J'étais un peu partout. Je visitais 7 villes dans 11 jours. Donc là, 7 villes. Oui. Et qu'est-ce qui vous a frappé dans cette dernière visite en Ukraine? En Ukraine, là, c'est intéressant parce que la première fois quand j'y étais au mois de juin, je trouvais que les gens étaient plutôt euphoriques. Genre, on vit maintenant, on fait tout ce qu'on peut. Après, j'ai trouvé au mois d'août que les gens étaient plutôt fatigués. Et maintenant, je trouvais que c'est assez, voilà, qu'on avance. Voilà, je crois que c'est aussi été un peu poussé par l'optimisme lié à l'avancée de l'armée ukrainienne. Et je crois que c'est juste la routine que les gens exercent. Vous voulez dire une forme de normalisation de la vie? Oui. Si vous regardez Kiev, ou quand vous dites Kiev, on voit même il y a les bouchons dans les rues, il y a, comme avant, parce que malgré l'état de l'économie, les gens reviennent, les gens font marcher l'économie, on paye les impôts. Il y a par exemple 30 000 nouveaux entrepreneurs qui étaient créés depuis le début de la guerre. Donc tout le monde est très conscient, tout le monde est très solidaire. Tout le temps, on fait les collections de dons pour acheter voilà, les médicaments, les véhicules pour l'armée, pour aider à ceux qui ont souffert de l'agression russe, pour reconstruire les maisons. Donc il y a une grande solidarité et c'est ça qui me frappe chaque fois quand je rentre en Ukraine. On parle souvent de la résilience, vous l'avez touché du doigt. Vous l'avez vu de vos propres yeux d'Ukrainienne habituée à ce qu'est l'Ukraine. On va parler de toute façon de cette réalité ukrainienne. David Bavrez, merci, investisseur et économiste spécialiste de l'Asie. Vous devez aussi observer cette forme de résistance de l'économie ukrainienne, malgré le fait qu'elle soit au bord de la faillite. Vous êtes installé à Hong Kong depuis plus de 10 ans. Vous êtes l'auteur de Chine-Europe, le grand tournant. Alors, tournant ou pas hier, vous nous direz tout à l'heure. Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Cette semaine, la une, évidemment, du Figaro Magazine, c'est l'autre actualité mondiale, on va dire. Absolument. Et ce passage de témoin à la tête de la monarchie avec le nouveau roi. Pourquoi le choix de cette photo, justement? Parce que nous cherchions une photo dans laquelle on puisse voir celui qui était encore le prince Charles à l'époque, je crois que la photo date de 2016, et sa mère. Et on voulait une photo qui ne soit pas une photo d'actualité, mais une photo un peu posée pour montrer cette continuité institutionnelle, parce qu'au Figaro Magazine, on aime bien les monarchies. Ça fait rire. Pierre Aski, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Ça vous fait rire? Oui, il est honnête, oui. Avec sa ligne éditoriale. Chroniqueur international pour France Inter et pour l'hebdomadaire l'Obs. Vous avez été correspondant à Pékin. Là aussi, on va reparler de la Chine tout à l'heure, pour le quotidien Libération. Vous nous direz, là encore, comment analyser le résultat, hein. Il est assez illisible de loin, mais vous allez le décrypter. Général Gomard, merci d'être avec nous, ancien chef du renseignement militaire et auteur du livre « Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales ». Si vous voulez bien, on va ensemble s'arrêter sur ce que l'on sait de la dernière information, évidemment, qui nous a frappé venant de l'Ukraine. La découverte, selon le président ukrainien lui-même, d'une fosse commune, Nargis Hadji. Merci d'être avec nous. Que sait-on exactement? Eh bien, Zelensky en a parlé dans son adresse vidéo quotidienne. C'était hier soir. Écoutez. Une fosse commune a été découverte à Izium, dans la région de Kharkiv. Les actes de procédure nécessaires ont commencé. Il devrait y avoir plus d'informations claires et vérifiées bientôt. Des journalistes ukrainiens et internationaux se rendront à Izium dans les prochaines heures. Nous voulons que le monde sache ce qui se passe réellement et à quoi l'occupation russe a conduit. Boutcha, Mariupol et malheureusement maintenant Izium. La Russie laisse la mort partout et doit en être tenue responsable. Toutes ces images que nous allons vous montrer sont fournies par une équipe d'Associated Press escortée par l'armée ukrainienne. On y voit des croix, un très grand nombre de croix.
Parfois, il y a un nom, mais très souvent, eh bien, il y a un chiffre, comme ici, 258. Le plus souvent, c'est donc un chiffre. Au total, le patron de la police régionale parle de 440 tombes dans cette zone. Nous savons que certains ont été abattus, d'autres sont morts à cause de tirs d'artillerie. Certains sont morts dans des frappes aériennes. Nous avons également des informations selon lesquelles de nombreux corps n'ont pas encore été identifiés. Évidemment, on se pose la question, s'agit-il de soldats, s'agit-il de civils? Eh bien, pour les Ukrainiens, il s'agirait d'une majorité de civils. Toutes ces croix, ce sont les civils qui ont été tués. Ils sont clairement enterrés ici. Nous allons effectuer des analyses ADN. Je pense que l'exhumation des corps va vite être mise en place. Sur Twitter, on trouve également ces photos de l'armée ukrainienne qui montrent au moins une sorte de fosse que les soldats ukrainiens explorent pour retrouver tous les corps. Et comment a-t-on découvert cette fosse commune, Nargis? Eh bien, nous l'avons découvert, vous allez le voir, hein, le lieu n'est pas simple à trouver. Izium est entouré d'une zone forestière, les forêts sont vastes autour d'Izium, ils ne sont donc pas tombés dessus par hasard. On a trouvé toutes ces tombes parce que les soldats russes, ces fascistes, en avaient publié une vidéo en ligne. Il y aurait donc une vidéo de Russes qui creusent ce grand cimetière collectif pour y mettre des corps. Des journalistes sont attendus aujourd'hui à Izium et pourront donc avoir accès à cette vidéo. Merci Nargis, c'était important de revenir sur ce que l'on sait, sur les mots qui ont été prononcés. Encore une fois, il ne faut pas aller trop vite, hein, Pierre Aski. L'histoire nous a montré parfois que les déclarations intempestives sur des découvertes de charniers pouvaient être une invention totale. Néanmoins, c'est le président Zelensky, à l'affirmative, qui l'a dit dans sa vidéo. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il l'ait dit sans qu'il en ait la preuve. Oui, mais vous avez raison, il faut rester prudent il y a des procédures pour connaître la vérité. Il y a en plus, depuis Boutcha, qui a été la première découverte macabre, les autorités ukrainiennes ont mis en place des services spécialisés. La France a fourni, par exemple, un laboratoire de police scientifique. Dès Boutcha, il y a des policiers français de la police scientifique qui ont été dépêchés pour aider à constituer cette recherche qui servira un jour pour la justice internationale. Oui. Parce que c'est ça qui est important, c'est à la fois d'avoir la vérité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu massacre? Est-ce qu'il y a eu... dans la déclaration qui était citée, il y avait cette ambiguïté, qu'il y a des gens qui avaient été exécutés, mais d'autres qui étaient morts de tirs d'artillerie. Voilà. Donc là, on a hélas des victimes de la guerre dans toutes ses formes. Donc il est très important de connaître la vérité. Et puis il y a un deuxième temps qui sera celui de la justice. De la justice. Sans doute, une fois que les hostilités seront terminées et que la justice, peut-être, selon les circonstances du moment, pourra s'exercer. Et là, à ce moment-là, il faudra des preuves scientifiques irréfutables. Exactement, c'est pour ça, pour que le monde entier voit la vérité, que le président Zelensky invite les journalistes, comme vous avez dit aussi, il faut les experts internationaux. Si je ne me trompe pas, il y avait indiqué le nombre de soldats, c'était 25. Donc tous les autres, il s'agit de civils, vraiment. C'est un des crimes de guerre faits par la Russie qu'on découvre au fur et à mesure quand on libère les territoires. Encore une fois, ça explique pourquoi les Ukrainiens ne sont pas pour céder en bout de territoire, pour faire les négociations, parce qu'on découvre chaque fois des nouveaux Boutcha. Et si vous avez regardé les cadres de Balaklia, il y avait plusieurs chambres. Une des villes libérées récemment. Près de Kharkiv. Oui, le nombre de chambres de torture, les gens qui donnent les évidences que leurs proches, les voisins étaient amenés là-bas pour rien parfois, juste parce qu'ils ont osé d'amener les médicaments ou la nourriture aux voisins. Donc là, il y avait plein de trucs qui étaient trouvés juste comme à Boutcha. Voilà, quand Boutcha et Irpin s'étaient occupés, il y avait des bénévoles, il y avait les autres civils qui essayaient de faire sortir les enfants ou les vieux ou même les animaux. Ils étaient fusillés, ils étaient exterminés par les Russes juste comme ça. Ce qui est le pire, que la Russie ne se cache pas dans ce cas-là. C'est-à-dire les choses honteuses, genre ils laissent les preuves, ils laissent les corps décapités par exemple, ils laissent les corps torturés des prisonniers sur place quand ils quittent les endroits où ils étaient logés. Voilà, il y a quelques jours aussi, il y avait 7 adolescents qui étaient découverts dans un des sous-sols, qui étaient préparés déjà à être envoyés par la Russie, dans la Russie.
parce que bon, les parents étaient tués. Et donc plusieurs choses. Oui, c'est. Oui, et donc l'armée de la Russie, c'est vraiment le mal absolu, comme a dit Zelensky tout à l'heure, parce que c'est pas même l'armée, c'est juste le gang des tueurs en masse et des pervers. Oui. Et si vous avez aussi vu le Prigojine, des oligarches russes, on en parlera tout à l'heure, mais on va avoir le temps d'y revenir, Irina Karpa, mais on comprend évidemment que pour vous, il n'y a aucun doute et il y a beaucoup d'émotions et de craintes. C'est basé sur l'évidence des citoyens. Voilà, et qu'à chaque fois qu'on libère une ville qui a été occupée pendant 6 mois, ça c'est typiquement une ville qui a été occupée depuis le mois de mars. Donc les Russes ont imposé leur loi et potentiellement ils ont imposé leur terreur. C'est vrai. C'est ça que ça raconte aussi, si c'est confirmé. Oui, et ils n'ont quitté la ville d'Izioum que le week-end dernier. Donc, ils y ont passé plusieurs mois après avoir occupé la ville. Effectivement, il y a 2 questions aujourd'hui. La question essentielle, malheureusement, elle est horrible dans son côté abrupt, mais c'est comment sont morts ces gens. C'est-à-dire qu'il y a des morts, c'est la guerre, il y a des bombardements, il y a des tirs d'artillerie. D'après ce que disent les Ukrainiens, il y a des gens qui, semble-t-il, ont été frappés aussi par des mines. Mais si, en revanche, il y a des civils qui ont été abattus, alors là, pour le coup, il y a crime de guerre. Et donc toute la difficulté, au-delà de l'horreur de voir comme ça des fosses communes, c'est de comprendre comment est-ce que ces gens ont été tués. Ça va, Irina ? Oui, ça va. C'est juste, je me souviens, c'était sur BBC Ukraine, si je ne me trompe pas. La maman, elle racontait comment elle hurlait sur toute Balakleïa parce qu'elle a vu qu'il y avait la voiture où était son fils et ils étaient tués, fusillés, juste comme ça. Donc il y a plein de trucs. C'était les civils, clairement. C'était les civils. Parce que certains seraient tentés de dire, en général, mais oui, comme disait Guillaume Roquette, c'est ça la guerre. Bon, c'est ça la guerre. Oui, mais c'est atroce de dire ça. Malheureusement, la guerre, on connaît les atrocités qui sont liées à toute guerre. Dans ce cas-là, ce qui est assez intéressant, je trouve, au sens étude et côté scientifique, c'est-à-dire que le président Zelensky dit qu'il y a une fosse commune de fait, et donc il est bien d'aller voir, c'est bien d'étudier effectivement si des civils ont été tués par balle, auquel cas ils auraient été effectivement fusillés, puisque quand on est civil et qu'on est mort par balle, c'est qu'on a été directement pris pour cible. Alors soit, tel que ça a été le cas pour les Russes, et on l'a vu avec les Polonais en particulier dans la Seconde Guerre mondiale, et ils sont habitués effectivement à tuer des gens, j'allais dire naturellement. Souvenons-nous de Katyn en particulier. Je pense à Katyn. Ça c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, on a beaucoup parlé des défaillances de l'armée russe, du désarroi des soldats, de leur isolement. Est-ce que pour vous, c'est un manque de formation, si jamais ils se sont conduits de cette façon barbare, ou est-ce que non, tout ça est assumé de sang-froid? Et peut-être même venant de la hiérarchie, naturellement. Je ne pense pas que ça soit assumé de sang-froid par tous. C'est comme partout. Au sein de l'armée russe, il y a des soldats, des officiers qui font leur métier de soldats et d'officiers. Par ailleurs, malheureusement, il y a des exactions dans toutes les armées du monde. Et on a pu le voir dans beaucoup de conflits. Ces exactions doivent être punies, en effet. Oui, mais on ne peut pas encore savoir si ce sont des cas isolés de perte de sang-froid, de soldats qui deviennent fous, qui deviennent sanguinaires, ou si, c'est un système. Ce qui est, après, je voudrais qu'on entende David Barbares. Ce qui est certain, c'est que les Russes n'étaient pas dans une logique de départ. Ils étaient là pour occuper durablement ces zones. Donc, ils n'étaient pas là à cacher des preuves, etc., puisqu'ils étaient censés rester. Cette offensive, le fait qu'on soit aujourd'hui capable de montrer ces images à Izioum, c'est parce que l'armée ukrainienne a reconquis cet espace et découvre tout d'un coup ces événements. Et il y a quand même, et vous avez mentionné Katyn, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ça, c'est-à-dire l'élimination en gros de toute élite potentiellement hostile. Pour ne laisser que des gens... Donc c'est une stratégie. Ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie. Et la deuxième chose, pardon, juste un mot, après Boutcha, il y a eu des prisonniers russes qui ont révélé une chose, et le général connaît sûrement ça, c'est que dans une unité, lorsqu'il y a des exactions qui sont commises, on mouille tout le monde. Parce que finalement, si tous les hommes, il y a une sorte de loi du silence qui s'impose parce que vous faites partie d'un groupe... et que si certains soldats ont commis des exactions
peut-être sans ordre nécessairement, mais il y a une sorte de loi du silence qui s'impose parce que vous êtes dans une sorte de groupe de fraternité d'armes. Ouais. Voilà. Et ça a été le cas à Boutcha, où on mettait les soldats devant le fait accompli, qu'ils étaient solidaires de ce qui s'était passé. On peut rappeler à propos de Boutcha que Poutine a récompensé, alors pas forcément les barbares individuellement, mais quand même, il a récompensé de façon ostensible les soldats mis en cause par Kiev. Regardez, on l'avait souligné à l'époque, David Bavrez, est-ce que, encore à votre avis, il faut s'attendre à ce type d'exaction dans chaque ville libérée, parce que dans le fond, c'est une stratégie. Poutine couvre et même encourage ce type de terreur et d'élimination. Moi, ça m'inspire deux remarques. La première, c'est une attaque à nos libertés. Ce qui me frappe, c'est qu'on dépense 45 milliards d'euros pour que les Français soient à 19 degrés cet hiver. C'est pas ça le sujet. Ces 45 milliards, ils devraient aller dans la défense des libertés, parce que ces images que vous montrez, si elles sont avérées, elles sont juste intolérables. Ma seconde remarque, c'est que malheureusement, ce genre d'événement, encore une fois, s'il est avéré, ferme la voie diplomatique pour trouver une solution du combat. Donc c'est ça les deux réflexions. Un, nous devons réagir, et si nous avons 45 milliards, on ne le met pas dans des subventions pour 19 degrés. Parce que mais alors on fait quoi? On les donne directement aux Ukrainiens pour se défendre? On va défendre nos libertés. Et donc on les donne pour améliorer et réarmer encore et toujours l'Ukraine? Je préférerais que ces 45 milliards aillent aux Ukrainiens qu'aux Français. Non, alors... Je suis prêt, moi... Peut-être pas tous les Français. Vous préférez... Vous pouvez le faire. Il y a des Français qui ont plus de mal, vous êtes d'accord, à payer les factures. Mais vous dites on ne demande pas suffisamment aux Français de payer leur écho. Ce que vous venez de décrire, en fait, c'est un réveil contre la lassitude de la guerre. Le problème, vous avez décrit que, en fait, Kiev essaye de survivre comme il peut. Nous rentrons, nous, Européens, nous rentrons dans une lassitude de la guerre ukrainienne si nous n'avons pas... Et aujourd'hui, c'est un réveil. Nous avons un réveil qui est « ne sombrons pas dans la lassitude et arrêtons de penser à 19 degrés cet hiver et pensons aux libertés. » Vous dites que les images qu'on a vues ce matin, les témoignages comme celui d'Irena, ça devrait nous réveiller. Absolument. Parce que pour l'instant... On s'éloigne un peu de la densité. C'est sur quoi précisément joue Poutine. Alors Poutine, justement, regardez ces derniers jours, il martèle son discours sur le fait que finalement, il continue d'aider presque l'humanité dans son opération en Ukraine. Toutes nos actions visent à aider les habitants du Donbass. C'est notre devoir et nous le ferons jusqu'au bout. Notre tâche, notre mission, la mission des soldats que vous venez de mentionner, la milice du Donbass, est d'arrêter cette guerre, de protéger la population. Et bien sûr, de protéger la Russie elle-même, parce qu'une enclave anti-russe est en train de s'établir sur le territoire de l'Ukraine moderne et menace notre pays. Aujourd'hui, nous avons parmi nous des militaires qui se battent pour une vie paisible dans le Donbass, des moscovites qui se sont distingués lors d'une opération militaire spéciale et les familles de nos camarades qui malheureusement sont morts et avaient donné leur vie pour la Russie. Voilà, donc on continue l'opération, on aide les Ukrainiens et par ailleurs, il n'y a pas encore de réaction russe à ce qui a été diffusé hier et annoncé par Zelensky. Juste pour rappel, ce que disait Peskov, le porte-parole de Poutine, après les révélations sur Boutcha. Les vidéos et les photographies qui vous sont présentées de façon orientée sont le résultat d'un spectacle bien orchestré. C'est un show, une mise en scène tragique. Voilà, c'était Peskov, interviewé par Darius Rochebin pour LCI. Vous attendez à ce type de communication dans quelques heures. C'était un show orchestré par l'ennemi. C'est déjà tellement vieux, Peskov et tout ça. Je ne comprends même pas pourquoi Darius perd son temps à l'interviewer. Parce que là, parce que c'est la voix de Poutine. C'est orchestré. Aujourd'hui, c'est la voix de Poutine. Oui, mais là, vraiment, après toutes les preuves, les preuves de satellites, de Boutcha, il continue à oser, à mentir comme ça. Ok, d'accord. Donc là, on est. Est-ce que vous vous attendez à nouveau à ce qu'il y ait ce type de communication? Parce que Poutine ne va pas changer d'axe, Pieraski. Non, mais bien sûr. Je pense qu'on l'a vu dans les 2-3 extraits de Poutine. Il est sur
sur une logique. Cette guerre, elle est pour lui existentielle au sens où il ne va pas reculer tout simplement parce qu'il a eu quelques revers. Il continue sur sa logique. Sa logique, c'est à la fois celle de faire la guerre et celle de nier toute exaction et tout manquement aux règles de la guerre par son armée. Donc on aura les mêmes choses en disant mise en scène. Et on peut comprendre que pour les Ukrainiens, comme en témoigne Irina, c'est insupportable d'entendre encore et toujours la même propagande, Guillaume. C'est vrai. Ce qui a quand même changé dans la propagande russe, c'est que dans ces déclarations de Poutine, il se focalise sur le Donbass. Oui. Alors que lors de l'intervention de février, quand Poutine envahit son armée, plus exactement envahit l'Ukraine, il y a des parachutistes à Kiev. Kiev, c'est pas dans le Donbass. À l'époque, il y a ce discours général de la dénazification, et donc il fallait en gros libérer l'ensemble de l'Ukraine. Alors que là, peut-être tirant toutes les conséquences de ces échecs militaires, il se dit bon, maintenant ce qu'il faut, c'est tenir le Donbass, parce que le Donbass, ça a toujours été une région avec des russophones, et c'est de facto, même si ce n'est pas le cas en droit, rattaché à la Russie depuis 2014. Très intéressant. Effectivement, là, on entend un changement de doctrine sur les objectifs de Poutine dans les dernières déclarations. Je crois que l'offensive ukrainienne, les Russes se sont fait peur. C'est-à-dire que, vu l'échec qui a été leur du côté d'Izium en particulier, cette reculade, voire cette débâcle à certains endroits, effectivement. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est le Donbass, et à travers le Donbass également la Crimée. Parce que, pourquoi le Donbass? Parce qu'en fait, pourquoi Zaporijjia, par exemple? Parce que Zaporijjia alimentait en électricité la Crimée. Et pourquoi le Dniepr? Parce qu'en fait, il y a un canal d'eau douce qui alimente la Crimée. Donc en fait, géographiquement parlant, pourquoi est-ce qu'ils veulent le Donbass parce que c'est pour, en particulier, protéger la Crimée. Mais on n'est plus dans le discours, on va dénazifier, on va libérer le territoire. C'est fini. Non, tous les objectifs russes n'ont pas été... C'est fini. Mais c'est fini depuis un moment. C'est-à-dire qu'ils ont tiré les conclusions de l'échec de la première phase de la guerre, où effectivement, ils ont essayé de prendre le contrôle de Kiev. Et ils ont échoué. Donc, très vite, l'objectif a été ramené à la conquête à la fois du sud avec Mariupol, qui a été l'une des grandes batailles de cette guerre, la consolidation du Donbass, donc des deux républiques séparatistes pro-russes, et puis, évidemment, essayer de faire la liaison entre le Donbass et la Crimée. Et là, ils n'y sont pas encore parvenus. Dans un instant, on va s'intéresser parler de la résistance qui s'organise évidemment et qui vous a frappé lors de votre dernier voyage en